Dans cette vidéo, nous allons étudier le mouvement d'un électron qui va entrer dans un condensateur. Un condensateur est formé de deux électrodes parallèles et donc cet électron entre avec un vecteur vitesse V0 qui est situé sur l'axe des abscisses, l'axe des X, et cet électron de charge Q égale -E va avoir une trajectoire de type parabolique qui va monter. Nous pouvons d'ailleurs en déduire le signe de ces deux électrodes. Bien oui, puisque si cet électron a une trajectoire qui est orientée vers le haut, ça veut dire que l'électrode supérieure est l'électrode positive, qui attire les charges moins, tandis que l'électrode inférieure est l'électrode négative. Il va donc s'établir entre ces deux électrodes un champ E dirigé de l'électrode positive vers l'électrode négative. Nous allons maintenant étudier cette trajectoire en faisant un bilan des forces afin d'utiliser la deuxième loi de Newton. Pour commencer, définissons notre système. Notre système est l'électron de charge Q égale -E et de masse petit m. Le référentiel utilisé est bien sûr le référentiel terrestre, supposé évidemment galiléen, de manière à pouvoir utiliser les lois de Newton. Un bilan des forces. Ici, nous pouvons envisager deux forces. La première, le poids P de l'électron, P égale AmG. La deuxième, la composante électrique de la force de Lorentz, à savoir F égale à Q, la charge de l'électron, fois le champ électrique E. Nous avons vu que le poids P des particules est toujours négligeable devant la force électrique ou magnétique de Lorentz, si bien que nous ne considérons ici qu'une seule des deux forces, la force électrique F égale QE. Nous pouvons ainsi utiliser la deuxième loi de Newton. Que dit-elle? Que la masse de l'électron que multiplie son accélération est égale à grand F. Ici, il n'y a qu'une seule force qui est égale à Q fois E. Avant d'aller plus loin, nous devons donner les coordonnées du vecteur E. Ce vecteur E, je l'ai représenté ici. Pour plus de commodité, je peux également le représenter partant de l'origine de notre repère, grand E, et je vois assez facilement ici que ce vecteur a une coordonnée nulle sur l'axe des abscisses et orienté uniquement vers le côté négatif de l'axe des Y avec sa norme E, ce qui fait une coordonnée -E sur l'axe des Y. Nous pouvons donc dire que MA égale à -E fois le champ E, ce champ E ayant pour coordonnée 0, -E. Ce qui veut dire que notre accélération aura pour coordonnée -E fois 0, ce qui nous fait 0, -E fois moins grand E, soit petit e fois grand E, divisé par la masse m qui est devant. Ce sont les coordonnées de l'accélération. Or, l'accélération étant la dérivée du vecteur vitesse, je vais pouvoir déterminer les coordonnées de mon vecteur vitesse, Vx de t et Vy de t, par simple primitive des coordonnées de l'accélération. La primitive de 0, c'est une constante C1. La primitive de EE sur M, c'est EE divisé par M que multiplie T, plus une constante C2. Je vais déterminer C1 et C2 grâce aux conditions initiales. Or, nous avons dit que l'électron pénétrait dans le condensateur avec un vecteur vitesse V0 de coordonnées V0 sur l'axe des X, 0 sur l'axe des Y. Je vais donc tout simplement identifier lorsque t vaut 0, Vx de 0 avec V0, Vy de 0 avec 0. J'en déduis assez facilement que C1 est égal à V0 et que C2 égale 0. Nous pouvons donc ainsi déterminer totalement les coordonnées du vecteur vitesse Vx de t égale à V0, Vy de t égale à E sur M fois t. Nous n'avons pas terminé, puisque nous cherchons les équations horaires, ce qui veut dire les coordonnées du vecteur OM, position de l'électron à tout instant t.
Eh bien, je vais primitiver, là encore, Vx de t. Primitive de V0, V0t plus une éventuelle constante, mais comme mon électron se trouve à l'origine O du repère, ça veut dire que x0 égale 0, y0 égale 0. Cette constante est donc nulle. Y de t, primitive également de Vy de t, EE sur m fois t carré divisé par 2, plus une éventuelle constante C2 d'intégration, mais là encore, cette constante est nulle puisque je suis à l'origine et donc y0 égale 0. Nous avons ainsi déterminé totalement ce que nous appelons les équations horaires du mouvement de l'électron. Il est fréquemment demandé l'équation de la trajectoire. Celle-ci se déduit assez facilement des équations horaires. L'équation de la trajectoire est une équation qui relie y avec x sans faire apparaître le temps t. Je vais donc utiliser la première de mes deux équations pour exprimer le temps t, t égale x sur v0. Je n'ai alors plus qu'à injecter la valeur de t dans l'expression de y. E sur 2m fois t carré, soit x sur v0, le tout au carré. J'en déduis donc assez facilement l'équation de la trajectoire, que je préférerais écrire EE sur 2m v0 au carré fois x carré. Je retrouve bien ainsi l'équation d'une trajectoire de type parabolique, assez conforme avec ce que j'observe sur ce dessin. Je peux également chercher, grâce à cette équation, la trajectoire, la position du point S, qui est le point de sortie du condensateur. Ben oui, ce point de sortie appartient à la trajectoire. Je vois qu'il est d'abscisse égale à la longueur de mon condensateur, soit petit l. Quelle va donc être l'ordonnée du point de sortie? Très simple, il suffit, dans l'expression de la trajectoire, de remplacer x par L au carré. Voilà l'ordonnée du point de sortie de mon électron. Dernière chose qu'il pourra éventuellement vous être demandé, quel est le mouvement ultérieur de cet électron? Eh bien, une fois sorti du condensateur, cet électron n'est plus soumis à la force de Lorentz, ou plutôt sa composante électrique. Il est alors soumis à aucune force, puisqu'on a dit que nous négligions le poids, si bien que, d'après la première loi de Newton, un électron qui ne serait soumis à aucune force sera immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Eh bien, puisque nous avons un vecteur vitesse de sortie, ce mouvement sera bien sûr rectiligne uniforme jusqu'à toucher l'écran. Nous pouvons par ailleurs déterminer la position YP sur cet écran, en effet en faisant intervenir l'angle alpha. L'angle alpha, je peux le définir de deux manières différentes. Tangente alpha égale à Vy du temps de sortie sur Vx du temps de sortie. Et ce sera également le côté opposé, à savoir Yp moins Ys, sur le côté adjacent, soit grand L moins petit l. Je peux donc, en utilisant cette relation que je viens d'écrire entre les coordonnées du vecteur vitesse de sortie et ce triangle rectangle que nous observons, eh bien déterminer tout simplement y de p.